Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et membre du Bureau national du Rassemblement national. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Patrick Roger. Emmanuel Macron à Marseille pour faire quoi? Que deviennent les 5 milliards? Un déplacement sur fond de trafic de drogue, la rébellion matée en Russie, vraie tentative de putsch ou énième manipulation? Et puis les autres questions dans l'actualité du matin, le partage de la valeur, l'épargne populaire, les nouvelles taxes ou encore la grève au JDD contre la venue de l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Commençons donc, Jean-Philippe Tanguy, par la visite d'Emmanuel Macron de 3 jours à Marseille. Sécurité, transport et logement. C'est un suivi des annonces de l'argent promis il y a un peu plus d'un an. Comment vous percevez ce déplacement ? Mais écoutez, je ne m'explique pas comment M. Macron peut être fier, visiblement, du bilan de son gouvernement depuis 6 ans à Marseille. Jamais la ville n'a été aussi en situation d'insécurité et même de criminalité. Un nombre de morts considérable, avec la sensation que Marseille est devenu perdu, ou en tout cas qu'un nombre considérable de quartiers sont perdus pour la République. Et puis des habitants qui vivent dans l'inquiétude, inquiétude sur la criminalité, inquiétude sur une ville parfois dangereuse, avec des effondrements d'immeubles qu'aucun Français n'a oublié. Donc on a l'impression que cette ville reste à l'abandon de la République et que les beaux discours, l'argent déversé ne solutionnent pas les problèmes, principalement parce que le trafic de drogue, ce cancer des démocraties occidentales et en particulier de beaucoup de villes en France, n'est pas attaqué sur le fond. Voilà, on ne démantèle pas les cartels, on ne s'attaque pas à la guerre des gangs et on ne s'attaque pas frontalement à la consommation. Vous parlez de fierté, mais je ne sais pas si c'est une fierté. Emmanuel Macron veut en faire un laboratoire justement pour essayer de transformer et accompagner les collectivités locales à Marseille. Oui, non, mais c'est la communication du président de la République qui est toujours à se hausser du col, à faire des grands discours. Moi, je suis assez choqué. Il devrait faire de la contrition. Il devrait y avoir de l'humilité de la part du gouvernement et des autorités en général sur la situation à Marseille. Et pas du tout. On continue à sortir les tambours et surtout le chéquier. Mettre de l'argent, pourquoi pas, mais encore faut-il pouvoir assurer la sécurité. Aujourd'hui, c'est à fond perdu, puisque le fond du problème, à savoir la lutte contre le trafic de drogue et la guerre des gangs, n'est pas menée sérieusement. Alors, quelles seraient vos solutions, vous, Jean-Philippe Tanguy, pour lutter contre ça, contre ce que vous appelez un cancer, alors? Mais c'est-à-dire, c'est assez simple, en fait. Il faut enfin, en France, s'attaquer à la consommation et au trafic de drogue. Voilà, il y a une tolérance considérable et assez indigne en France en disant oui, on a tout essayé contre la drogue, mais on n'a rien essayé. On n'a jamais cherché à lutter frontalement contre la consommation. Il suffit de se balader dans les quartiers. Donc il faut taxer davantage les consommateurs, quoi. Ça va dans ce sens. Mais c'est pas des consommateurs, ce sont des gens qui enfreignent la loi. Ouais. On ne peut pas consommer de la drogue en France. Or, vous baladez maintenant dans toutes les rues des grandes métropoles de France. La consommation de cannabis, la consommation de ça certaines sent le cannabis dans la rue quand vous vous baladez. Alors oui, c'est ça, même dans mon hall d'immeuble. Dans votre immeuble. Mais dans mon hall d'immeuble, quand je suis à Paris, dans le métro que je prends tous les jours depuis 20 ans, dans les rues de Paris, dans les rues d'Amiens, la consommation de drogue est complètement banalisée. Évidemment, c'est dramatique. Mais même, je vais vous dire, la cocaïne est banalisée dans un certain nombre de milieux. Là, vous passez des soirées dans des bars tout à fait normaux, des boîtes de nuit. La cocaïne est malheureusement très consommée en France. Ah bon, ça vous arrive de passer vos soirées dans des bars où on consomme de la cocaïne? Mais je le regrette, mais c'est la réalité en France. Voilà. Et personne ne le dit. C'est cette espèce de tabou sur la consommation de drogue en France, mais aussi des dérivés de médicaments. Voilà. Personne ne dit rien. On fait croire que la situation est sous contrôle. Non, la diffusion de la drogue en France, et pas seulement en drogue, l'effondrement de l'espérance de vie aux États-Unis, ça n'est jamais vu depuis l'industrialisation, est essentiellement dû à la banalisation de la consommation de drogue et à l'inaction des autorités sanitaires des États-Unis. En général, quand est-ce qu'on a vu vous avez vu des grandes campagnes de prévention sur la consommation de drogue en France, comme il y avait dans les années 90? Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Les héroïnomanes, il y en a eu. Non, il y en a très peu, monsieur Roger. Bon, mais alors excusez-moi, en France, vous avez un quartier, enfin un secteur entier de Paris qui est consacré aux héroïnomanes. Voilà, personne ne fait rien, personne ne dit rien. On construit des murs, on met des barbelés, on isole ces gens. On les déplace. Personne ne s'attaque frontalement à leur consommation. Voilà, et on a des zombies, des femmes et des hommes qui sont comme des zombies abandonnés dans la délinquance, dans la violence, dans la schizophrénie. Et les métros parisiens s'arrêtent régulièrement parce qu'il y a des gens sur les voies. Il s'agit d'héroïnomanes. Voilà. Et personne ne dit rien. Donc il ne faut pas, évidemment. Et parce que certains voudraient au contraire dépénaliser le cannabis en disant ça va simplifier. Mais c'est une fuite en avant. Ça n'empêchera pas les trafics. Il y aura peut-être du cannabis, on va dire
relativement inoffensif ou le moins dangereux dans les circuits de consommation, il y aura des produits plus dangereux. Parce que quand on parle de cannabis, on parle plus de la substance des années 60, des hippies, qui était déjà dangereuse. On parle de substances très différentes, beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus addictives, avec des effets secondaires sur la santé psychologique et psychotique, mentale, très dangereuses. Voilà. Et donc, il n'y a aucune réaction de l'État à la hauteur du danger sur nos enfants, notamment. Oui, Jean-Philippe Tanguy, alors un dernier mot justement sur Marseille. Le chef de l'État annonce des facilités pour régler les amendes justement des consommateurs, c'est-à-dire qu'en espèces, etc., parce qu'il n'y a que 1/3 des amendes qui sont payées. Ça va dans le bon sens ou pas du tout? Non, mais pourquoi pas? Mais déjà, le fait de banaliser la consommation de drogue en disant qu'il y a une amende qu'on paye comme ça, comme si c'était une surtaxe finalement. C'est-à-dire que pour consommer de la drogue en France, il faut payer une amende et puis vous passez votre chemin. Non, c'est déjà un abandon. Donc ça ne va pas dans le bon sens alors. Moi, je préfère qu'on paie l'amende qu'on la paie pas. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Mais je suis pas pour la politique du pire, mais cette simplification entre guillemets de la lutte contre la drogue qui consiste juste à mettre une amende aux consommateurs qui sont contrôlés et pas d'autres, eh bien, c'est déjà un signal envoyé que ce n'est plus un délit, que ça ne mérite plus une judiciarisation. Moi, je pense que ça mérite une judiciarisation. Pardon, excusez-moi. C'est le matin. Et par ailleurs, ensuite, c'est aussi une banalisation des trafics. Parce que quand on dit aux gens, c'est pas si grave de consommer de la drogue finalement, et vous avez une simple amende, eh ben on justifie les trafics d'êtres humains, la violence. Ce sont des trafics qui détruisent des pays entiers. Voilà. Il faut aussi mettre les gens devant leurs responsabilités. Consommer de la drogue, c'est la destruction d'États entiers en Amérique du Sud, la guerre des gangs, les mafias, le trafic d'êtres humains. Voilà, c'est extrêmement grave ce qu'il y a derrière. Jean-Philippe Tanguy, au Rassemblement national, comment vous avez interprété ce qui s'est passé ce week-end en Russie? Des failles chez Poutine ou pas? Nous, on interprète, c'est-à-dire qu'on constate. Moi, j'ai les informations qui nous proviennent des journalistes, des médias, des services de renseignement français et des communications du gouvernement français. La milice Wagner, espèce d'assemblage d'anciens taulards, de mafieux, de réseaux mafieux, s'est retournée, comme toutes les milices dans l'histoire, les armées privées, contre l'État, le régime russe. Et c'était une journée surréaliste et extrêmement dangereuse. Parce qu'au-delà de la question du régime poutinien, l'effondrement possible d'un État qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a le plus grand nombre, je crois plus de 4000 d'ogives nucléaires, ce serait un cataclysme géopolitique, non pas pour la pérennité de M. Poutine lui-même, dont le sort est entre les mains des Russes évidemment et du seul peuple russe, mais pour la stabilité du monde. Et moi, on a eu des discours complètement délirants sur le fait que M. Prigojine serait moins pire que M. Poutine. Enfin, déjà, comparaison n'est pas raison. Et surtout, je vois pas en quoi confier l'arme nucléaire à M. Prigojine, qui est complètement, de toute évidence, instable, avec des comportements au moins aussi pires, au moins aussi condamnables que M. Poutine. Ce serait une solution. En fait, Poutine comme Prigojine, quoi. Mais c'est-à-dire que M. Poutine, c'est le dirigeant russe. Voilà. Donc, c'est au peuple russe de décider de je sais pas s'il peut grand-chose, le peuple russe. C'est un régime autoritaire, évidemment, ce n'est pas difficile, mais les leçons, malheureusement, des 30 dernières années, c'est que les changements de régime, les politiques de changement de régime, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils soient organisés par des puissances étrangères, mais quelle que soit la nature du régime, même le plus autoritaire, ne fonctionne pas. L'effondrement de l'Irak, l'effondrement du Yémen, ce qui s'est passé en Iran dans les années 70, montre que les interférences finissent toujours plus mal que le pire des régimes autoritaires possibles. Jean-Philippe Tanguy, venons-en au projet de loi à l'Assemblée nationale aujourd'hui sur le partage de la valeur. Le gouvernement souhaite favoriser les mécanismes de partage et de la valeur en entreprise via un système de primes, d'intéressement, etc. Olivier Dussopt est venu en parler en exclusivité d'ailleurs à ce micro Sud Radio la semaine dernière. Est-ce que vous allez voter ce texte, vous qui ne cessez de clamer que Marine Le Pen a été la première à mettre le sujet sur la table? Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ce texte va parfois dans le bon sens. Il ne va pas assez loin. Nous, par exemple, on voudrait que les employés, les salariés d'une entreprise aient 10% du capital social et sans droit de vote, et ce faisant que 10% des bénéfices et des dividendes aillent toujours systématiquement vers les salariés et les employés. Oui, à partir d'un certain seuil. À partir d'un certain seuil, mais pas si haut. Même les petites entreprises, on avait proposé entre 5 et 10 employés à la présidentielle.
Et Alors, quand un employé vient dans une entreprise, une petite, 7-8 employés, il devrait avoir automatiquement 10% du capital social. Oui, alors pas en son nom Attendez, propre. c'est- Pas en son nom propre, c'est-à-dire Oui. que s'il quitte l'entreprise, il n'y a plus évidemment ses actions, mais ça permettrait d'associer directement les employés et les salariés aux dividendes et aux résultats de l'entreprise. Je ne suis pas sûr, et d'ailleurs je pense même plutôt l'inverse d'ailleurs, que les entreprises soient contre, puisqu'on voit des efforts de productivité, des améliorations de l'engagement des salariés, des employés, quand ils sont associés directement évidemment aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise. Mais ces discussions sur l'intéressement, la participation, qui est bienvenue, qui est consensuelle, d'ailleurs on peut s'en féliciter. Donc vous le voterez, ce texte Si la version définitive est convenable, il y a un débat Non, parlementaire. mais c'est ça, mais vous Oui. n'êtes pas hostile. Non, on n'est absolument pas hostile. De toute façon, je pense que ça, c'est assez consensuel. Alors, il y a toujours l'extrême gauche qui est contre même le principe du capital. Donc, même quand ça associe les salariés, ils sont contre. Mais cette question de l'association aux bénéfices ne doit pas faire oublier la question des salaires. Ouais. Parce que même si vous avez des primes à la fin de l'année, la question aujourd'hui, et ceux qui nous regardent le savent bien, c'est que chaque mois, pour avoir un emprunt, pour avoir un logement, un certain nombre de charges, c'est chaque mois. Donc il faut que votre salaire net, chaque mois, il augmente. Or, la question des salaires, maintenant, ça va faire plus d'un an qu'on est élu, est toujours renvoyée à la discussion avec les entreprises, et ça ne suit pas. Ouais. Nous, je rappelle qu'on avait proposé que si les entreprises augmentent de 10% les salaires, cette hausse de 10% soit sans charge, dispensée de charge, ce qui permet de alors faciliter on vous dira au gouvernement qu'on va augmenter les charges des entreprises si on fait ça et que beaucoup d'emplois vont repartir à l'étranger. Ah bah justement, là, cette 10% d'augmentation, elle est sans charge. Sans charge, justement, c'est pour la facilité. On a bien conscience que les entreprises, en particulier les plus petites, ne peuvent pas augmenter tous les salaires jusqu'à 3 SMIC avec en plus les charges sociales. Donc on propose de les exonérer de charges sur cette hausse pour faciliter la redistribution de la richesse. Un mot, parce que vous avez mené une mission flash sur l'épargne populaire des Français. Vous avez constaté qu'il y avait beaucoup d'épargne. Ah oui, bonne ou mauvaise chose? Alors c'est encore en cours. Là, on finit avec mon co-rapporteur François Jolivet. Il y a énormément d'épargne en France, plus de 2000 milliards avec les assurances vie. Ouais. Et cette épargne, moi je constate, même si les conclusions sont pas achevées, qu'elle n'est pas assez rémunérée. Voilà, ça fait des années avec le livret A de développement durable, avec l'inflation. C'est un peu complexe, c'est de la technique financière, mais quand l'inflation est supérieure au taux d'intérêt de votre épargne, en fait, vous perdez de l'argent, vous perdez de la valeur. Et ça fait des années que personne s'en occupe. C'est la première mission parlementaire de l'histoire du Parlement sur l'épargne des Français. Alors que vous savez que le livret A est très populaire, que tous les placements à long terme en France sont très populaires, et personne ne s'est jamais soucié du rendement réel de l'épargne, et donc de la défense du pouvoir d'achat. Parce que si vous placez 1000 € dans votre banque, et que 10 ans après, en fait, il vous reste que 900, vous avez été floué. Donc moi, je veux que les épargnants soient défendus. Et on fera des propositions avec François Jolivet, très concrètes, consensuelles, pas polémiques, mais pour vraiment protéger les épargnants en France. Jean-Philippe Tanguy, il nous reste 2 minutes. Deux questions. Il y aurait un plan de la Macronie pour évincer Éric Coquerel, qui est président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Vous l'avez beaucoup côtoyé. Que pensez-vous de ce qui est en train de se passer? Mais c'est très grave, parce qu'en fait, la Macronie n'accepte pas, depuis un an, d'avoir été mis en minorité au Parlement par les Français. Et comme il conteste le fait que l'opposition ait des pouvoirs, des contre-pouvoirs, eh bien, il force le règlement, il force la façon dont les institutions fonctionnent, et parfois il les viole, pour imposer leur vue. Et quand M. Coquerel, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, exerce son droit souverain, il n'a pas à être contesté, il n'a pas à être menacé de remplacement. Je soutiens toute personnalité de l'opposition, que ce soit Charles de Courson, centriste, ou Éric Coquerel, insoumis, quand il défend le droit du Parlement, quel qu'il soit. Moi, vous savez que Marine Le Pen, on a des principes, et comme le dit souvent Marine, un principe, il doit s'exercer sur vos adversaires, en faveur de vos adversaires, et surtout en faveur de vos adversaires. Ça prouve que c'est un principe, parce que si vous appliquez des principes à vos copains, c'est pas un principe. Que pensez-vous, Jean-Philippe Tanguy, du conflit actuel au journal du dimanche, où il y a une grève contre la venue du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles? Mais moi, je pense que c'est pas au pouvoir politique, en l'occurrence la ministre qui a commenté de la Culture, de s'immiscer dans la ligne éditoriale. Voilà, c'est aux journalistes. Les journalistes doivent avoir leurs droits défendus. Ils ont le droit de faire grève. Ils font valoir leur vision. Il y a un rapport de force avec l'actionnariat. Ça, c'est normal. Mais alors, le fait qu'un ministre vienne donner des bons et mauvais points, déjà, elle nous a fait le coup avec CNews, avec d'autres radios. On est où? La ministre de la Culture, elle doit juste garantir l'exercice des droits
des salariés, et Ouais, c'est tout. ça ne vous gêne pas parce qu'on dit que Geoffroy Lejeune était plus proche de Zemmour que Oui, du non, mais c'est pas Rassemblement un ami. national. Ah bah non, monsieur C'est Lejeune, pas un ami. c'est pas un soutien, c'est pas un ami, mais ça c'est pas grave. Je ne Ouais. connais pas, je vais pas être ami avec les Ouais. directeurs de rédaction. Ouais. Mais ça a jamais été un soutien de Marine Le Pen. Mais enfin, il a le droit de penser ce qu'il veut penser. Surtout, il sait faire la différence entre son métier et son opinion. Ouais. Moi, je me souviens, monsieur Gattegno, quand il dirigeait le JDD, il ne se cachait pas de refuser toute interview à madame Le Pen. Donc ça ne va pas nous donner des leçons de démocratie. Hein. Oui. Jean-Philippe Tanguy, un dernier mot sur ce qui s'est passé entre Éric Zemmour et un cadre de la CGT la semaine dernière, hein, dans un train là, pour Limoges, avec des accusations d'antisémitisme pour le cadre de la CGT. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme conclusion de cette histoire ? J'espère qu'il sera lourdement condamné, mais surtout, moi j'ai été consterné, pour pas dire autre chose, par l'absence de réaction de la classe politique, en particulier ceux qui prétendent lutter contre l'antisémitisme. On a des déclarations ahurissantes, terrifiantes, insultantes contre Éric Zemmour, et Madame Binet, la présidente de la CGT, au lieu de sanctionner ce cadre, oui. le soutient, en fait une blague, se fait passer pour une victime, et il ne se passe rien. Alors, il faut être honnête, le CRIF, la LICRA ont condamné, un certain nombre de gens très peu ont condamné, mais le fait qu'il n'y ait pas une unanimité de la classe politique française pour condamner sévèrement ces déclarations d'antisémitisme, mettre la CGT face à ses responsabilités, ça prouve que malheureusement, la peste de l'antisémitisme, la peste de la haine est profondément ancrée dans un certain nombre de réseaux de gauche, visiblement, voilà, et que ça pose de droite aussi, d'extrême droite bien aussi, sûr, sans doute, non, mais bien sûr, mais celui-là, il est toujours condamné et il faut le condamner. Mais à gauche, il y a une tolérance contre des sentiments antisémites, parfois parés de l'antisionisme, qui sont extrêmement graves. Et j'ai été extrêmement choqué de l'absence de réaction globale de la classe politique, en particulier de ceux qui prétendent en faire une cause. En fait, pour eux, c'est pas une cause. J'ai l'impression c'est un sparadrap républicain et que sur le fond, personne ne se rend compte que le poison de l'antisémitisme revient par les réseaux d'extrême gauche et par l'islamisme, et que la France ne prend pas les mesures qui s'imposent pour protéger nos compatriotes. Merci Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, Merci qui était l'invité ce matin de Sud Radio.